les récepteurs peuplés à une enzyme. Les récepteurs peuplés à une enzyme font partie des récepteurs des molécules hydrosolubles. Vous avez vu les récepteurs ioniques, oui, les récepteurs peuplés à une G, oui. Maintenant, vous allez voir les récepteurs peuplés à une enzyme. Et à la fin, nous allons passer aux récepteurs des molécules liposolubles. La structure générale d'un récepteur couplé à une enzyme. Vous avez ce qui est en jaune, c'est soi-disant la membrane. Le site récepteur, récepteur de la membrane informatique, et c'est le segment transmembranaire, le site de phosphorylation et le site enzymatique. Nous avons trois sous-classes des récepteurs couplés à une enzyme. Les récepteurs couplés à une enzyme, nous avons la guanylate cyclase. La guanylate de Voltaire, la guanylate cyclase cytosolique et membranaire. Nous avons deux types. La guanylate cyclase qui est fixée sur la membrane. Nous avons la guanylate cyclase libre dans le cytoplasme. Le rôle de la guanylate cyclase, c'est quoi? C'est la conversion du molécule de GTP en GTP. C'est la conversion d'une molécule de GTP à la conversion d'une molécule de GTP. Et le JMP cyclique sera utilisé comme un second messager. Vous avez l'exemple de monoxyde d'azote qui nécessite qui traverse la membrane, qui traverse la membrane plasmique, la couche phospholipidique par diffusion simple et va se fixer sur cette enzyme, sur la guanylate cyclase au niveau du cytoplasme en produisant le second messager qui sera utilisé pour régler différents processus à l'intérieur vitaux, à l'intérieur de la cellule. La tyrosine kinase s'appelle aussi phosphorylase. Euh, Dans l'exemple de l'insuline, nous avons toujours des exemples. L'insuline, et ceci en ajoutant le phosphore à un résidu tyrosine. Je vous explique bien. La tyrosine kinase, c'est une enzyme qui permet le transfert d'un groupement phosphate. Le groupement phosphate migène, il vient, il est issu, je parle toujours du groupement phosphate, issu de l'adénosine triphosphate, de l'ATP, parce que le fonctionnement de ce récepteur couplé à une enzyme nécessite l'utilisation de l'ATP. L'ATP comporte le phosphore, donc cette enzyme va utiliser le phosphore de l'ATP vers une protéine effectrice impliquée dans de nombreux processus de régulation cellulaire. Vous allez voir la protéine effectrice. l'ATP, le phosphore, ou l'IRS. Vous allez voir l'IRS, qu'est-ce que ça veut dire dans le deuxième schéma. La tyrosine phosphatase C. La tyrosine phosphatase C, ça concerne les lipides en éliminant le phosphore et en coupant des liaisons, certaines liaisons. Selon la liaison, nous avons une nomination. Par exemple, phospholipase A au niveau de cette région, phospholipase A2, phospholipase C, regardez, phospholipase D. Nous avons toujours le phosphore. Les phospholipases, ce sont des enzymes hydrolysant les liaisons esters des phospholipides. Nous allons passer à la tyrosine kinase et l'exemple de l'insuline. Les sites d'hydrolyse des glycérophospholipides, c'est un exemple. Ici, on parle de phospholipase. Les sites, c'est le même schéma. Regardez, le site on peut dire, c'est l'action des phospholipases au niveau de ces liaisons.
La guanylate cyclase est l'exemple de quoi? Nous avons l'exemple de monoxyde d'azote en cas de guanylate cyclase cytosolique et nous avons la guanylate cyclase aussi qui se trouve au niveau de la membrane. Le guanylate cyclase membranaire, regardez, lorsqu'il y a fixation d'un ligand, ça va conduire à quoi? À l'activation de la guanylate cyclase, puisqu'un récepteur couplé à une enzyme ou associé à une enzyme. Nous avons une transformation de GTP en JMP cyclique. GTP en JMP. Et les JMP cycliques, ce sont des seconds messagers, sont utilisés pour activer d'autres et pour réaliser la réponse finale. En activant les protéines JMP cycliques dépendantes, ce sont des kinases. En activant des kinases, après, on obtiendra la réponse cellulaire, la réponse kinase. L'exemple de la tyrosine kinase. Le premier, c'était l'exemple de la guanylate cyclase. Maintenant, l'exemple de la tyrosine kinase. La tyrosine kinase, ce sont des phosphorylases. Nous avons l'exemple de l'insuline, comme je vous ai déjà dit. Comme vous savez, l'insuline contrôle le métabolisme glucidique et lipidique. Elle favorise, je parle toujours de l'insuline, qui favorise le stockage de glucose, sous forme de glycogène et le stockage des lipides aussi. Et ceci en inhibant quoi? En inhibant l'hyperutilisation ou bien la mobilisation des réserves énergétiques. Ça veut dire quoi la mobilisation des réserves énergétiques? C'est l'utilisation des molécules qui vont donner de l'énergie. Donc, c'est la fonction inverse du glucagon. Elle agit par l'intermédiaire d'un récepteur membranaire, comme vous voyez. C'est l'intermédiaire d'un récepteur membranaire qui est une tyrosine kinase. Une tyrosine kinase. Et le récepteur membranaire, comme vous voyez, nous avons alpha, les sous-unités alpha, et en bleu, les sous-unités bêta. Donc, c'est un récepteur hétéromérique, c'est-à-dire composé des sous-unités alpha et bêta. La fixation, avant de parler de la fixation, nous avons euh, les deux sous-unités alpha et les deux sous-unités bêta. En absence de l'insuline, le récepteur est inactif. Et en présence de l'insuline va activer le récepteur. Comme nous avons les sous-unités alpha et les deux sous-unités bêta, les deux sous-unités bêta comportent des tyrosines kinases ou des enzymes, des enzymes qui s'appellent tyrosine kinase. Et les tyrosines kinases, comme je vous ai déjà dit, les tyrosines kinases sont responsables de transfert de l'utilisation et la conversion de l'ATP en ADP plus PE, c'est-à-dire le transfert de phosphore. يعني نحن le phosphore من l'ATP parce que le travail de fonctionnement nécessite l'utilisation d'une molécule d'ATP et la tyrosine kinase va éliminer le phosphore de l'ATP en le fixant sur l'IRS, qui est le substrat, c'est un substrat qui résulte de la substrat, sera activé après la fixation de l'insuline et sur lequel sera greffé le phosphore. La tyrosine kinase greffe ou fixe le phosphore sur ce substrat. Donc, c'est le substrat qui reçoit le phosphore. Après, ce complexe, et après formation du complexe phosphore plus IRS,
IRS1, c'est le gène qui donne l'IRS, qui donne le substrat majeur du récepteur de l'insuline. Voilà. Et je vous ai déjà mis ça. Ce complexe est considéré comme un second messager et il va produire la réponse finale. Comme vous voyez. Je passe. C'est la même chose. Je vous rappelle que l'activité tyrosine kinase du récepteur de l'insuline, l'activité de la tyrosine kinase de l'insuline stimule l'activité kinase de la phosphatidyl'inositol. Surtout la phosphatidyl'inositol qui est attachée à la membrane. Attachée à la membrane. Donc, l'activité de la tyrosine kinase active la phosphatidyl'inositol aussi. Maintenant, la tyrosine phosphatase C. La tyrosine phosphatase C élimine un groupe phosphate à partir de résidus de tyrosine. Et ceci même au niveau de l'ADN et de l'ARN. L'exemple, thrombine et l'angiotensine 2. Regardez bien le phosphore, regardez la fixation, regardez après l'élimination par les tyrosines phosphatase, la séparation, regardez, et élimination du phosphore. Nous avons aussi au niveau de molécules, nous avons le phosphore, regardez, séparation du phosphore de la molécule. C'est la même chose pour les autres. Les récepteurs pour les signaux liposolubles, récepteurs nucléaires. Pourquoi j'ai mis nucléaire? Parce que ces récepteurs vont agir directement après la fixation de la molécule informative ou bien de l'hormone, vont agir, vont entrer à l'intérieur du noyau et vont modifier la transcription et l'activité de l'ADN de certains gènes. Je vous refais le schéma général. Maintenant, nous avons vu ensemble des récepteurs couplés à une enzyme. Nous avons fait des récepteurs couplés à une protéine et les récepteurs membranaires ionotropes. Maintenant, ce sont des récepteurs nucléaires pour les molécules liposolubles. Nous avons les récepteurs de type 1 qui sont destinés pour les séries et nous avons les récepteurs de type 2 qui s'appellent corépresseurs pour les hormones thyroïdiennes type 3 et type 4. Les récepteurs pour les signaux liposolubles, récepteurs nucléaires. Nous avons, comme vous voyez, la structure générale des récepteurs nucléaires. Nous avons la région NH2, l'extrémité, pardon, et l'extrémité c'est OOH. Vous avez cette partie AB, elle est responsable de la régulation de la transcription. Et pour que le récepteur commence avec la molécule informative, commence leur activité, il y a une étape qui est très importante pour l'activation de ce récepteur, c'est la phosphorylation par la protéine kinase A. On a un domaine qui se forme de doigts de zinc, comme vous voyez, le doigt de zinc, c'est le site de fixation de l'ADN. S'appelle aussi hormone réponse élément ou élément de réponse à l'hormone, c'est en anglais. L'élément de réponse à l'hormone, yani élément de réponse à l'hormone, yani après la fixation de l'hormone, cet élément est responsable de la réponse finale en se fixant sur l'ADN. D, c'est le domaine, c'est une région charnière, c'est une séquence de localisation nucléaire.
il est destiné pour régler l'ADN, pour régler le génome. C'est-à-dire, on a des séquences de reconnaissance. Aussi, le domaine D permet le changement de conformation, comme vous voyez, le changement de conformation du récepteur et de sa dimérisation. De sa dimérisation. Le domaine HEDA, domaine de localisation nucléaire, qui en même temps permet le changement de conformation. Anna E et Anna F. F, MLS, c'est le site de fixation des MLS. Les MLS, vous allez les voir aussi dans les autres schémas. Signal de localisation nucléaire. Et nous avons le site E sur lequel se fixe le ligand. La fixation du ligand va libérer les MLS. Libère les MLS. Les signaux de localisation nucléaire. Elle est la région, c'est une région de localisation nucléaire. Il y a des, c'est une région de localisation nucléaire sur lesquelles se trouvent des parts, ce sont des hormones, on peut dire, ou des protéines, qui s'appellent parts. Les parts inhibent l'activité de ce récepteur, ce récepteur, et lorsqu'il y a fixation du ligand, les parts seront libérées et le récepteur est activé. Maintenant, c'est pour vous montrer le doigt de zinc qui est riche en cystéine, comme vous voyez, les acides aminés. Regardez bien. Regardez bien. Maintenant, LEDA, c'est le site de fixation de la molécule informative. Elle est absente ici. Maintenant, c'est le signal de localisation nucléaire qui est réprimé par les parts. Les parts, comme vous voyez, lorsqu'il y a fixation, regardez cette région, lorsqu'il y a fixation de la molécule informative, les parts se dissocient. Regardez, il y aura libération de ce site. Le site REDA permet au récepteur d'être reconnu avant d'entrer à l'intérieur du noyau. Maintenant, c'est le doigt de zinc. C'est le doigt de zinc. Et je vous rappelle que les parts masquent, c'est le doigt de zinc avec les MLS. Avec les MLS. Le signal de localisation nucléaire réprimé, inhibé par les parts et cette région par des HSP 90 et 70, c'est un complexe inactif, comme vous voyez. Je répète, il y a le site de fixation de l'hormone. Maintenant, le récepteur est inactif. Inactif pourquoi? Parce qu'il y a des parts qui ont inhibé l'activité de ce récepteur. Lorsqu'il y a fixation de l'hormone ou en général la molécule informative, il y aura libération des parts qui masquent les sites, le site de fixation à l'ADN et le site de reconnaissance, de reconnaissance avant d'entrer à l'intérieur du noyau. Comme vous voyez, il y a une dimérisation, changement de conformation, changement de forme générale. La dimérisation du récepteur. Et l'entre à l'intérieur du noyau, comme vous voyez, c'est le corps nucléaire, le cytosol, le noyau. Regardez la dimérisation et l'ADN. Regardez.
Regardez bien, c'est la régulation de l'expression de ton cible. La réponse se déroule en deux étapes. Induction, premièrement, induction de quelques gènes spécifiques et dites primaires. Les gènes sont transcrits en ARN M qui sont exportés dans le cytosol et traduits en protéines. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse se déroule en deux étapes. Nous avons premièrement l'activation du récepteur par fixation de l'hormone et de la molécule informative. Et puis, entrée, pénétration à l'intérieur du noyau de ce récepteur avec la molécule informative en induisant la transcription de l'ADN en produisant l'ARN M. L'ARN M dit c'est une réponse primaire. La réponse secondaire, la sortie de l'ARN M vers le cytoplasme pour la traduction de la réponse en produisant quoi? En produisant une protéine ou bien une enzyme. Les protéines qui sont traduites, ou bien des enzymes au niveau du cytoplasme, vont à leur tour agir comme des facteurs de régulation de transcription des gènes. Soit, regardez bien, la réponse, elle se déroule en deux étapes. Comment? La fixation de la molécule informative et la fixation de l'hormone active le récepteur. Le récepteur entre à l'intérieur du noyau. Lorsqu'il entre à l'intérieur du noyau, nous avons quoi? Nous avons une modification, soit inhibition de l'activité de certains gènes, ou bien stimulation de l'activité de certains gènes. Lorsqu'il y a stimulation de l'activité de certains gènes, il y aura une transcription en produisant l'ARN M, messager. L'ARN M va sortir à l'extérieur du noyau, et sera traduit en soit protéine ou bien enzyme. La première réponse, c'était soit l'activation ou bien l'inhibition de l'activité des gènes. Et la deuxième réponse, c'est la production d'une hormone qui va soit inhiber, soit stimuler l'activité d'autres gènes. Et ce sont les petites molécules lipophiles et qui nécessitent un récepteur intracellulaire qui proviennent du cholestérol, comme vous voyez, le cortisol, l'aldostérone, les acides biliaires de cholestérol, le cotriène dérivé aussi du cholestérol, la vitamine D3 polycalciférol. Ça, c'est un résumé général. Je ne vais pas revenir à la même explication.